Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Conseil des ministres, conseil interministériel, Matam à l'honneur, le chef de l'État et les membres du gouvernement hôte de la 11e région. Plusieurs mesures ont été prises à l'issue de ces rencontres. Nous serons en direct avec notre équipe sur place. Et puis sport, les Lions poursuivent leur préparation en vue du match contre l'Angola ce matin. Ils ont rencontré la presse, le moral dans la tanière et le look des Lions dans cette édition. Direction Matam pour retrouver notre équipe sur place. Matam qui a déroulé le tapis rouge au chef de l'État et aux membres du gouvernement. Conseil interministériel et conseil des ministres aujourd'hui. Beaucoup de mesures sont tombées. Bonsoir Tidiane Barry. Bonsoir Maïmouna, bonsoir à tous. Conseil des ministres décentralisé de Matam, d'importantes décisions ont été prises notamment sur le plan économique. Dans une déclaration faite devant la presse, le président Macky Sall a détaillé les mesures qui vont être prises et qui auront un impact certain dans le vécu des populations. Le Conseil des ministres délocalisé de Matam vient de se dérouler en présence des membres du gouvernement sous ma direction. Nous avons, après la tenue du Conseil des ministres d'hier, du Conseil interministériel d'hier, validé un certain nombre de mesures qui ont été préconisées dans le cadre du développement économique et social de la région de Matam. Je mesure l'immensité de l'espoir des populations et je voudrais leur donner l'assurance que nous avons beaucoup travaillé ce matin sur les projets urgents et prioritaires qui devront être engagés par le gouvernement pour la relance économique et sociale dans cette belle région de Matam. D'ores et déjà, un point de situation a été fait. La région, malgré ses richesses naturelles, reste encore confrontée à des contraintes importantes en matière d'insertion économique des femmes, des jeunes, en matière d'accès aux services sociaux de base, aux services énergétiques, à l'éducation, à la formation. Dans le domaine des infrastructures, des efforts ont été entamés, notamment le bitumage de la route Linguère-Matam, qui doit être accéléré pour nous permettre à terme d'achever la dernière phase de ce tronçon, mais aussi de finaliser les travaux du pont de Matam. À cela, j'ai ajouté et j'ai décidé que nous allons mettre en place une piste d'aviation aux normes ici à Ourossogui et à compter de cette année 2013. Et je vais engager les aéroports du Sénégal, la RTP et d'autres partenaires pour le financement dans les meilleurs délais de la piste de Ourossogui qui sera capable de recevoir des avions d'une certaine dimension. Et cette décision va permettre le désenclavement aérien en fait de la région. Il faut savoir que nous avons aussi engagé avec les partenaires la poursuite de la route Ourossogui, la poursuite de la route Ndioum-Ourossogui et Ourossogui-Bakel. Ça, c'est un autre axe essentiel en plus de Linguère-Matam qui devra permettre donc d'accéder à cette région par ces deux voies principales. Le programme de piste rurale sur le long du Dandemayo ainsi que les programmes d'électrification rurale seront intensifiés. Nous avons donc pour ambition de relever le défi de faire de Matam un véritable pôle économique d'envergure. C'est dans ce cadre qu'un programme d'investissement d'un montant de 126 milliards 767 465 276 francs sera déployé dans la période 2013-2015. Donc, nous sommes déjà sur 2013. Ceci fait partie du PTIP, qui est le programme triennal d'investissement
prioritaires et qui se déclinent, comme vous le savez, chaque année par un BCI, un budget consolidé d'investissement. Donc ces 126 milliards dont je viens de parler sont déjà inscrits dans le programme triennal et donc font l'objet de réalisation. Le dit programme d'investissement sera amplifié lui-même par la prise en compte de l'ensemble des opportunités et besoins d'investissement de la région, tels que identifiés déjà par le Conseil interministériel. Et nous avons validé en Conseil des ministres ces besoins, évidemment sous réserve des évaluations qui seront faites. Ces besoins se chiffrent à 532 milliards de francs CFA. Donc, le gouvernement, dans les prochains mois, va faire les évaluations techniques, économiques et financières, secteur par secteur, pour compléter le premier programme de 126 milliards qui a été donc validé et mis en œuvre. Je voudrais également dire que, compte tenu du rôle des émigrés dans cette région, nous avons décidé de donner une dimension dans le volet habitat de nos politiques d'aménagement du territoire. Et le ministre de l'aménagement, le ministre de l'urbanisme et de l'habitat en particulier, et le ministre en charge des Sénégalais de l'extérieur travailleront de concert pour que la région de Matam puisse bénéficier également de programmes d'habitat en faveur des émigrés, conformément à nos engagements antérieurs. Dans le domaine de l'électrification, beaucoup de choses seront faites aussi pour donner à cette région une vocation et assurer l'éclairage des différentes localités, particulièrement celles du Dandemayo, qui sont en général laissées pour compte. De façon résumée, et en attendant que M. le Premier ministre et un certain ministre reviennent sur les projets, nous allons, je vais m'en arrêter là, et le communiqué complétera par tout ce qui a été décidé ce matin et qui tient compte de la relance économique du Sénégal, tout ce qui a été également validé lors de ce conseil concernant le programme de production d'électricité au Sénégal, avec les options fermes qui ont été faites. Le porte-parole du jour pourra l'évoquer et le développer. Le président Macky Sall face à la presse à l'issue du Conseil des ministres de ce matin ici à Matam. Le Fouta fait un grand pas dans la modernité. Un centre d'appel de dernière génération permet désormais aux populations d'être connectées à la téléphonie mondiale. 500 emplois ont été créés. Par ailleurs, un hôtel de grande envergure est sorti de terre à Boinadji, non loin de Matam. Honneur aux fils du terroir qui ont bâti ces deux chefs-d'œuvre. Reportage par Biram Bigadiaï. C'est le symbole d'une entrée dans les merveilles de la nouvelle technologie. Un centre d'appel de dernière génération au cœur d'un Fouta connecté au réseau mondial de téléphonie. Hayo Telecom, pour dire bienvenue en Poulard, une première dans cette contrée du Sénégal des profondeurs, avec déjà 500 emplois directs. La prouesse est réalisée par des fils du terroir, issus de la diaspora, aidés en cela par des partenaires indiens. Un acte de haute portée patriotique, salué et magnifié par le chef de l'État, qui passe le tout premier appel international. Au bout du fil, l'ambassadeur du Sénégal à Mindelo, en Inde. Je suis heureux de noter que la partie indienne, partenaire du projet AYO, a pu, avec les Sénégalais, mettre en place ce réseau local qui est une première chez nous. Et je me réjouis d'abord de la qualité de la conversation entre l'Inde et le Sénégal. Exactement. Et je voudrais féliciter vraiment les promoteurs de ce projet important qui montre que l'économie numérique peut être une réalité dans le pays pourvu que la régulation se fasse de manière convenable et que chacun des acteurs puisse jouer son rôle et que l'État soit là pour accompagner ce processus. En tout cas, transmettez aux autres... Oui.
Monsieur l'ambassadeur. Moi, je suis très heureux que ce projet aboutisse parce que c'est mon bébé. C'est moi-même qui l'ai initié lorsque je suis arrivé avec ces partenaires indiens que vous avez rencontrés. Et je suis heureux qu'ils aient respecté les engagements qu'ils m'avaient donnés. Très bien. Et je voudrais vraiment, Monsieur le Président, qu'on les aide encore à multiplier ces expériences dans les autres régions. C'est bien noté. Je voudrais à mon tour les féliciter et vraiment les encourager à poursuivre les efforts, d'abord à assurer une couverture totale de l'ensemble de la région de Matam et au besoin à étendre l'expérience dans d'autres régions. Et à faire en sorte surtout que le prix de l'Internet puisse diminuer afin que l'accès au net soit universel ici dans la région de Matam. À quelques encablures du centre d'appel de Ourossogui, Boinadji, dont la chaleur d'un accueil séduisant avec un mélange d'enthousiasme porté par Serer et Halpulaar, le symbole est mêlé à une réalisation de grande envergure qui fait désormais du Fouta une zone d'attraction touristique. Un hôtel flambant neuf d'une vingtaine de pièces, 3 suites, une salle de conférence de 60 places, un restaurant qui peut accueillir plus de 100 personnes et une piscine propice à la régénération dans un coin de forte canicule. L'ouvrage est une réalisation d'un fils du terroir, Abdoulaye Salissal, qui a longtemps vécu à l'étranger et est devenu un collaborateur du chef de l'État. J'offre l'occasion de féliciter très chaleureusement le promoteur Abdoulaye Salissal. C'est aussi une entreprise qui va créer des emplois, qui va aussi donner une vocation touristique à la région. Tous sont des produits de l'immigration, de la diaspora, qui peut encore faire plus et davantage pour la région. Comme là, M. Aronadia, qui est un promoteur dans l'agriculture. Je pense que aussi bien l'agriculture, le tourisme, le transport, l'élevage, nous pourrons, à partir des initiatives des immigrés, vraiment accompagner et permettre à la région de Matam d'avoir son essor et donc de se développer. Les populations venues en masse ont salué cette initiative, dont des leurs qui contribuent efficacement au développement du terroir. Communier avec le président Macky Sall dans une intense ferveur populaire pour marquer toute leur reconnaissance et l'estime fortement renouvelée. Nous allons nous retremper maintenant dans l'ambiance de l'accueil d'hier du chef de l'État à Ourossogui et à Matam. Les populations ont tenu par cette mobilisation à lui témoigner leur attachement.
Voilà Maïmouna, nous allons nous retrouver tout à l'heure avant la fin de votre journal pour prendre connaissance du contenu du communiqué du Conseil des ministres ainsi que les autres aspects du séjour du chef de l'État. À tout à l'heure. Tout à l'heure, Tidiane Barry, mais nous restons toujours à Matam. C'est pour parler de Djek Akkerem, une émission donc spéciale, très bien suivie par les populations sur place, en tour de pirogue, de l'animation des causeries, tout un programme. Kaltoum Gueye. salaamaaleykum xarit ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen sargal. Djek Akkerem sous l'arbre à palabres. Le décor est certes différent de ce que les téléspectateurs ont l'habitude de voir. Le menu est le même, mais en plus riche et plus original. Djek Akkerem à Matam, actualité oblige. Francesca, son équipe et un important dispositif technique ont été déplacés dans la région. Pour l'occasion, toutes les facettes de cette localité ont été revisitées. Les chroniqueuses de l'émission se sont succédées sous l'arbre, chacune apportant des informations sur l'histoire et la culture de Matam. En quelque sorte, elles nous comptent Matam autrement. L'élevage, la pêche, la santé, aucun secteur n'a été laissé en rade. Une manière de montrer que Djek Akkerem n'hésite pas à aller à la rencontre du Sénégal des profondeurs. La mission assignée à la RTS. Nous quittons momentanément Matam pour parler hélas d'effondrement. C'est une dalle qui a cédé aux Parcelles Assainies unité 14. Bilan 1 mort, le drame s'est produit dans une maison qui menace de s'écrouler. Notre reporter Oumou Kalsom Sall s'est rendu sur les lieux. Ndeye Ndiaye Touré a perdu la vie à la suite de l'effondrement de cette dalle. En l'absence de sa mère, la fillette de 8 ans était avec ses 3 grandes sœurs qui ont eu plus de sens qu'elle. Une heure jëm 2 heures daal diggante boobu la war a nekk. moo ci gënoon a nekk ndaw. léegi moom dégg naa itam ci sur le coup la gaañu. L'effondrement s'est produit entre 1 et 2 heures du matin. La petite est décédée sur le coup. Ses grandes sœurs ont aussi eu des blessures. Elles ont reçu des soins à l'hôpital. Actuellement, elles sont hébergées par des proches. Et pourtant, il y a eu des signes avant-coureurs. Voilà moins de mois, la dalle de la chambre d'à côté s'était effondrée. Il n'y avait pas eu de blessés, encore moins de décès. Nous avons même vu au niveau de la chambre que c'est un bâtiment qui menace véritablement ruine. Et qu'il y a un sérieux problème de sécurité. Il faudrait donc que nous avons sensibilisé la famille et nous avons demandé aux responsables, nous avons sur place parce que le père de famille n'est pas là, pour qu'effectivement les gens puissent être évacués. Aux Parcelles Assainies, la menace est permanente. Beaucoup de bâtiments sont source d'inquiétude. 7 maisons sur 10, n'est-ce pas, sont dans cet état-là. C'est général, hein, c'est un phénomène qui est engendré par la proximité de la mer. Nous rencontrons beaucoup de réticences. Bon, si vous voulez les évacuer, ils vous posent un problème social en vous disant qu'ils n'ont nulle part où aller. La petite Ndeye Ndiaye Touré vivait avec ses parents dans cette maison. La demeure appartient à son oncle. Ce dernier est entre les mains de la police. Une conférence internationale sur le foncier se tient présentement à Dakar. C'est à l'initiative du Réseau pour le développement intégré RADI. Il cherche à contribuer à la prévention et à la résolution des conflits liés au foncier. Plusieurs spécialistes de la question ont pris part à l'ouverture de la rencontre. Youssouf Kaba. Le foncier devient un enjeu de plus en plus important à la mesure de la croissance démographique en Afrique. Le contrôle de la plus petite parcelle de terre suscite des tensions entre les populations ou bien entre ces dernières et les autorités. Il convient dès lors d'adopter des stratégies non violentes pour l'acquisition d'un droit lié au foncier. L'expérience indienne en la matière semble convaincre. J'ai participé à des rencontres en Inde où des dizaines de milliers de paysans pauvres manifestaient et il n'y a pas de violence. Quand un paysan décide de marcher sur 350 km sans chaussures, c'est parce que c'est vraiment un problème sérieux pour lui. Et nous, avec 2 ou 3 cas d'assemblement de moins de 1000 personnes, en tout cas de moins de 3000 personnes, il y a eu des morts. Au Sénégal, on ne note pas encore cette maturité dans les conflits fonciers. De temps en temps, des morts d'hommes sont malheureusement enregistrés. Il va falloir aller vers un processus qui reconnaît et sécurise les droits des exploitations agricoles familiales et les droits coutumiers. Ça, c'est important. C'est acté dans la LOSP et il constitue un acte majeur. Cette rencontre va permettre de collecter des expériences et de les partager.
Le RADI et ses partenaires cherchent à contribuer à la prévention et à la résolution pacifique des conflits liés au fonds. Dakar a accueilli cette semaine une importante réunion sur la régulation des télécommunications. Il s'agit de la première réunion préparatoire sous-régionale africaine à la conférence mondiale de la radiocommunication prévue à Genève en 2015. Plus de 32 pays ont pris part à cette manifestation. Les 110 participants ont durant 2 jours réfléchi sur une position commune dans le management de fréquence en Afrique, une idée qui devra être défendue lors de la rencontre de Genève 2015 et Nimadi. La radiocommunication est internationale. Elle régit l'utilisation des bandes de fréquences, les équipements y afférents ainsi que l'utilisation des orbites des satellites. Avec le développement des TIC, ce traité est renouvelé tous les 4 ans. D'ailleurs, la prochaine réunion est prévue à Genève en 2015. Elle se prépare au cours de cette rencontre sous-régionale africaine. Première réunion qui regroupe les experts du continent cherche à harmoniser leurs positions en direction de Genève. Notre rencontre aujourd'hui est de proposer les bases des besoins africains en matière de radiocommunication, en matière de fréquences. Et c'est dans ce cadre que cette réunion a été organisée. Au cours de cette rencontre de 2 jours, les participants ont passé en revue la situation de l'utilisation des fréquences sur le continent. De façon générale, on note une augmentation du nombre d'utilisateurs de cette technologie de communication, une utilisation qui se fait souvent dans le désordre et qu'il va falloir revoir. Tous les secteurs, comme on dit, des sociaux, tous les secteurs de l'économie sont en tout cas tributaires des fréquences, que ce soit la radiodiffusion, que ce soit la maritime, l'aviation civile, et tout le monde converge en même temps. Après une large concertation, une feuille de route a été retenue. Il y a eu plus de 30 pays qui ont participé à cette réunion, qui nous a permis de mettre en place un plan de travail et une feuille de route. Pour qu'il y ait une vision concertée des positions africaines, des intérêts africains, que ce soit du régional, sous-régional, africaine, afin d'arriver à la conférence, comme toutes les autres organisations, avec une seule voix. Vous savez aussi que nous allons vers le passage de l'audiovisuel, de l'analogique au numérique, qui se passera en 2015. Nous devons finaliser ça avant. Pour la suite des travaux de Dakar, les experts vont se pencher sur l'agenda des différentes rencontres préparatoires sous-régionales. L'objectif principal est de se préparer à accueillir les technologies 4G après le passage de l'analogie au numérique 2015. Éric Nimadi, colloque international sur Aimé Césaire pour l'écrivain guadeloupéen Daniel Maximine. L'Afrique a permis à Césaire de retrouver une partie de sa culture. Il animait un atelier placé sous le thème de la revitalisation d'une fraternité entre l'Afrique et Aimé Césaire. Ndeye Aïdadia. Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, décodé par un écrivain guadeloupéen. Terre ancestrale, c'est l'Afrique, selon Daniel Maximine. Grâce à elle, Césaire a pu retrouver ses origines et une partie de sa culture. Les Noirs de Guyane, les paysans et les pêcheurs de la Martinique, ou les paysans et les conteurs de l'Afrique, on ne les avait pas. Ni Césaire, ni Senghor, ni Damas. Ils ont dû reconquérir leur propre conscience de leur propre peuple. Damas, je le disais, a été en Guyane, voir les Noirs marrons qui étaient les descendants directs d'Afrique, comprendre qu'il était aussi un enfant de ces gens. L'écrivain martiniquais voulait donc revitaliser cette fraternité avec l'Afrique, blessée par des siècles d'esclavage et de colonisation. Toujours selon Maximine, Césaire et ses pairs ont réussi à transcender le déracinement pour créer quelque chose de tout à fait nouveau. Il faut inventer, il faut bâtir un monde nouveau. Et ce monde nouveau sera à la fois fidèle à la mémoire, mais en même temps tourné vers l'avenir des peuples. L'exposé a suscité le débat dans la salle. La problématique du déracinement a particulièrement retenu l'attention. Que faut-il faire pour renouer avec nous-mêmes? La question a été au centre des préoccupations à la suite de cet exposé sur Aimé Césaire et l'Afrique.
Relier Dakar à l'aéroport international de Diass est une urgence pour l'État du Sénégal et dans 22 mois, le projet devrait être effectif. L'entreprise Eiffage a été choisie pour la construction du tronçon devant mener à Diass. La PIX chargée des travaux face à la presse a révélé les critères et conditions de ce choix portés sur cette entreprise française, Maman Moussagnan. Forte d'une expérience de plusieurs dizaines d'années, dans la construction d'autoroutes à péage, l'entreprise Eiffage bénéficie encore une fois de la confiance de l'État sénégalais pour faire le tronçon Diamniadio-Diass. Pour gagner cette confiance, Eiffage a été sélectionné parmi d'autres entreprises dans un marché d'appel d'offres international. Figuraient dans ce lot des groupes bien sénégalais. L'agence de promotion des investissements et des grands travaux de l'État estime qu'une situation d'urgence a obligé sa direction à procéder à partir d'une loi appelée CET autorisant l'octroi d'un marché complémentaire. Les critères et conditions remplis, il n'y avait plus de temps à perdre. La loi CET indique clairement les conditions dans lesquelles l'appel d'offres doit être lancé. C'est une longue procédure, sans compter maintenant l'aspect travaux et exploitation en tant que tel. Là également, les délais auxquels nous parvenons sont incompatibles avec l'urgence attachée au prolongement de l'autoroute jusqu'à l'aéroport. On a un opérateur privé qui est en place, qui a été sélectionné sur des bases compétitives. L'urgence est là. Il faut que entre Dakar et l'aéroport, qu'il y ait une autoroute, et ce n'est pas une autoroute classique, mais une autoroute à péage. Donc l'extension de la concession est largement justifiée dans ces conditions. L'État sénégalais est toujours favorable à l'octroi de marché sénégalais. À des Sénégalais, martèle la direction de la PIX. Seulement, précise-t-elle, à la condition que ce secteur privé national puisse à chaque fois justifier de sa compétence et de son expertise pour réaliser les types de contrats qui sont lancés. En l'espèce, la PIX a reçu mandat de réaliser une autoroute à péage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la PIX est obligée de sélectionner un opérateur privé qui réponde aux cahiers de charges. Le groupe Eiffage a été sélectionné sur la base d'un appel d'offres ouvert, international. Maintenant, cet appel d'offres international a donné des résultats assez compétitifs qui nous permettent de pouvoir penser que l'extension du contrat actuel sur le tronçon Diamniadio AIBD peut bien se faire dans l'intérêt de l'État du Sénégal et surtout en respectant les impératifs de délai qui nous sont fixés. Dans 22 mois, le tronçon Diamniadio-Diass devrait voir le jour. Une autre étape à franchir par la PIX pour qu'enfin un de ses vœux les plus chers se réalise, l'ouverture du second aéroport international du Sénégal. Maman Moussagnan, participer à la recherche de la paix au sud du pays, c'est l'objectif du Réseau national des jeunes pour la recherche de la paix en Casamance. La structure a été mise en place sur initiative de la jeunesse des étudiants catholiques. Objectif, impliquer toutes les associations et mouvements de jeunes dans la recherche de la paix. L'antenne régionale de Tambacounda vient d'être mise en place. Sayar Fall, Abdoulaye Sinkari. Cela fait 30 ans que ça dure, la guerre, avec son lot de morts, de désolation et de vies brisées. Il est temps que ça cesse et tous les fils du pays doivent s'y mettre. Pour apporter sa pierre à l'édifice, le réseau va impliquer tous les jeunes, où qu'ils se trouvent. La paix n'est pas l'affaire des seuls fils de la Casamance. Nous, jeunes de la région de Tambacounda, nous avons senti la nécessité de s'impliquer davantage, étant directement une région frontalière à la Casamance, mais aussi on voit des populations tambacoudoises qui sont de la Casamance. Donc c'est une diversité dans la tambacoudoise qu'on retrouve aussi en Casamance. Quand la case du voisin brûle, donc les voisins ont une obligation de l'aider. Donc c'est la raison pour laquelle, faisant de ce dicton un peu notre credo, nous allons appuyer toutes les actions venant des différentes couches de la population et particulièrement de la jeunesse à la quête de la paix et à un développement durable. Tout est parti d'un constat. Dans presque toutes les localités du Sénégal, l'emploi reste la priorité des jeunes. Mais en Casamance, l'urgence est tout autre. La paix d'abord et avant tout. La Casamance a suffisamment fait. Depuis 30 ans, la Casamance est dans ce conflit. Elle a toujours œuvré pour la paix. Jusqu'à présent, la à arriver. Ce qui reste maintenant, c'est que les autres parties du Sénégal commencent aussi à œuvrer pour que cette paix advienne enfin. Et si aujourd'hui notre conviction est que ce soit du côté des forces armées sénégalaises, quand un jeune tombe, c'est un jeune. Quand quelqu'un tombe, c'est un jeune. Que ce soit jeune ou de l'armée, pour nous, il n'y a
pas de distinction, c'est des jeunes du Sénégal et ceci est inadmissible. En plus de la paix en Casamance, les jeunes du réseau veulent se positionner en leader pour participer à l'effort de développement dans la perspective. 49 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe dégagée par Caritas Kaolack et ses partenaires pour équiper les écoles élémentaires de Fass Kahone et Kahone 1 de la terrine, de bassin et robinet. Objectif, aider à améliorer les conditions de travail des enfants. Les écoles ont pu bénéficier du projet École Bleue. Le maire de Kahone et l'inspecteur départemental de Kaolack ont présidé la cérémonie d'inauguration. Claire Diop. Au-delà d'un engagement religieux, un engagement social, depuis 2000, la Caritas de Kaolack mène le combat pour une meilleure prise en charge de l'enfance en milieu scolaire. 20 écoles élémentaires publiques ont été équipées en blocs sanitaires pour les filles et pour les garçons. Des bornes fontaines ont été installées et pour les écoles de Kahone 1 et Fass Kahone, une innovation de taille. C'est la construction de bassins équipés d'un système de récupération des eaux de pluie pour favoriser le nettoyage des ouvrages sociosanitaires, mais également l'entretien des plants qui sont reboisés dans le cadre de ce programme. Avec la réalisation de ces infrastructures, les conditions d'apprentissage des élèves sont améliorées. L'école Fass Kahone offre une image reluisante. La propreté y règne en maître. L'eau coule abondamment avec les robinets et le bassin impluvieux. Des toilettes pratiques, mais aussi avec le reboisement de plusieurs espèces d'arbres, rendant notre école beaucoup plus lustrante. Des activités de sensibilisation sont également organisées. Les enfants sont capacités, ils servent de relais pour la promotion des bonnes pratiques à l'école et dans les quartiers. Nous avons pu mettre en place des comités PIS composés des parents d'élèves, des enseignants, des autorités et des élèves qui sont organisés, qui sont formés sur des thématiques relatives à l'hygiène et à l'assainissement, à la gestion de l'environnement à travers le reboisement, la maintenance des infrastructures. Un appel est lancé pour une bonne gestion de ces ouvrages. C'est de faire en sorte que ces ouvrages qui ont été réceptionnés aujourd'hui soient entretenus, que le meilleur usage en soit fait pour permettre que le projet puisse s'étendre à d'autres établissements. Le coût global du projet s'élève à plus de 49 millions de nos francs. Le programme des écoles bleues est issu d'un partenariat entre la Caritas de Kaolack et l'Alliance internationale pour la gestion des eaux de pluie. La vision, améliorer les conditions d'études des enfants à travers la construction d'infrastructures sanitaires et d'approvisionnement en eau. Le ministère de la fonction publique, du travail et des relations avec les institutions a organisé un atelier sur son plan d'action 2013. En marge de cette rencontre de 2 jours, le site web du dit ministère a officiellement été lancé. Aïssatou Traoré. En milieu du travail. Cette retraite de 2 jours, loin de la capitale bouillonnante, a permis au ministère en charge de la fonction publique, du travail et des relations avec les institutions de revoir son plan d'action 2013. Beaucoup d'activités sont en vue et une bonne planification permet d'être plus pratique dans la réalisation. La planification est une chose, mais avant, pendant et après réalisation des différentes activités, la communication doit être de mise. Dans cette optique, le ministère s'est doté d'un portail web pour être en phase avec ses agents et les usagers. Il se trouve que l'état d'évolution du savoir humain et de son pouvoir met à la disposition de tous les pays des études performants dont le bon usage permet d'aller de l'avant. Ce qui justifie notre option d'édifier ce portail pour que tous les usagers, où qu'ils puissent se trouver de par le monde, puissent accéder à l'information. Les agents du ministère de la fonction publique, du travail et des relations avec les institutions sont en la matière interpellés. Des partenaires ont rendu possible ce projet. Ça a été, disons, un bon exemple, un bon modèle pour moi-même aussi personnellement de coopération. Et j'ai apprécié beaucoup, disons, cet esprit de travail en équipe que j'ai rencontré au ministère. Il y a aussi le lancement très prochain de la 3e édition des manuels, des collections de toute la législation nationale sur le droit de travail. Le web est un outil de travail indispensable pour toutes les organisations en ce 21e siècle. Avec ce portail, les secteurs de la fonction publique, du travail et des relations avec les institutions iront plus vers une administration proche de ses administrés. Andobes, c'est l'Association nationale des donneurs bénévoles de sang du Sénégal. Elle a organisé un débat pour discuter de l'importance de la collecte de sang
Occasion saisie pour demander à l'État la création de banques de sang dans tout le pays. Aïda Mamadou Diop. La rencontre a pour but d'impliquer davantage les partenaires dans la collecte de sang. Pour l'Association nationale des bénévoles de dons de sang du Sénégal, il s'agit d'aller plus loin, aider le Sénégal dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Les OMD 4, 5 et 6 intéressent essentiellement le malade. L'OMD 4, c'est pour la mortalité infantile, l'OMD 5 pour la mortalité maternelle et l'OMD 6 pour la prévention du VIH. Tout ça, c'est la protection des malades. Pour relever un tel défi, il faut des donneurs, mais aussi des structures prêtes à les accueillir. Si on mobilise les populations, qu'on n'a pas un endroit où donner de son sang, mais ça pose problème. On doit pouvoir aujourd'hui faciliter l'accès des populations aux structures de transfusion sanguine. D'où l'importance donc de faire vraiment ce plaidoyer pour qu'au moins nous puissions avoir dans chaque département une banque de sang. Dans cet élan national de solidarité, la transfusion reste une nécessité. L'Andobes, elle, s'y dans la banque de sang plus important pour secourir les malades. Par la même occasion, l'association cherche à sensibiliser sur l'importance d'une telle opération. Le Sénégal résiste bien au sida. La stratégie mise en place pour freiner la pandémie maintient le taux de prévalence nationale à 7%.